Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire stérile pleure de solitude, jusqu'à ce qu'il voie sa mère et ses triplés mendier l'aumône. À Manhattan, perché au sommet d'un gratte-ciel de verre et d'acier, vivait Richard Langford, un nom que les magazines de finance et les investisseurs du monde entier prononçaient avec admiration et envie. Fondateur de MedNova Industries, il avait révolutionné les traitements de pointe contre le cancer, les implants neurologiques et les prothèses intelligentes. Son visage apparaissait régulièrement en couverture de Forbes, et ses conférences étaient attendues comme des oracles. Son empire s'étendait sur 4 continents, ses avoirs personnels se chiffraient en milliards, et ses bureaux, ses villas, ses yachts formaient un royaume bâti par une seule volonté, la sienne. Il avait tout. Tout, sauf l'essentiel. À 47 ans, Richard dînait seul dans un appartement de 800 mètres carrés, suspendu dans le ciel comme un trône glacial. Des baies vitrées surplombaient la ville, les lumières de New York s'étendaient à l'infini, mais aucun rire d'enfant ne venait troubler le silence feutré de son palais aérien. Les murs étaient décorés d'œuvres d'art, mais aucune ne contenait le moindre dessin gribouillé d'un petit être l'appelant « Papa ». Son plus grand chagrin, il ne pouvait pas en parler. Il était stérile. Une sentence tombée comme un couperet 10 ans plus tôt, après une série d'examens médicaux. Le verdict était sans appel. Une anomalie génétique rare. Aucun traitement hormonal n'y changerait rien. Aucun miracle de la science, pas même celle qu'il finançait lui-même à coups de millions, ne pouvait réparer ce vide-là. Il avait tout tenté, clinique de fertilité en Suisse, consultation privée à Tokyo, dons anonymes de sperme, et même un début de processus d'adoption, qu'il avait abandonné à mi-chemin, pris de vertige devant sa propre solitude. Un jour, il avait adopté un chien, un labrador noir qu'il avait appelé Winston. Mais même Winston avait fini par s'ennuyer dans les pièces immenses de son Penthouse, et il l'avait confié à une assistante. Le silence revint, plus lourd qu'avant. La nuit, parfois, Richard se réveillait en sueur, le cœur battant, avec ce rêve lancinant où il tendait les bras vers un enfant, qui disparaissait à chaque fois. Ce vide n'était pas que biologique. Il y avait 20 ans, il avait coupé tous les ponts avec sa famille. À l'époque, il n'était qu'un jeune homme fou de rêve, d'ambition trop grande pour son petit village du Wisconsin. Son père était mort jeune, et sa mère, Margaret, une femme douce mais obstinément croyante, l'avait élevé seule avec ses valeurs simples, humilité, travail, gratitude. Quand il avait annoncé son départ pour New York, elle l'avait supplié de ne pas courir après la gloire au prix de son âme. La réussite, mon fils, ce n'est pas ce que tu as dans les mains, mais ce que tu donnes avec ton cœur. Il avait ri. Il s'était senti insulté. Il voulait changer le monde, elle ne voyait que son petit jardin, son église et sa soupe du dimanche. Il s'était disputé violemment. Elle l'avait traité d'orgueilleux. Il l'avait accusé de vouloir l'enchaîner à la médiocrité. Ce fut la dernière fois qu'il l'avait vue. Il n'avait jamais rappelé. Jamais répondu aux lettres. Même quand elle lui avait écrit pour dire qu'elle priait pour lui tous les jours. Et maintenant, dans son trône de verre, Richard regardait les lumières de la ville sans les voir. Il avait conquis Wall Street, défié le système médical, dominé la technologie. Mais parfois, le soir, il posait sa main sur son ventre, comme pour y chercher la chaleur d'une descendance, et ne trouvait que le froid du marbre. Parfois, il pleurait. Discrètement. Assis devant sa table en bois d'olivier millénaire, face à 3 assiettes vides. Il avait réussi. Oui. Mais pour qui? Un matin d'hiver, le ciel semblait plus lourd que jamais au-dessus de Manhattan. Les trottoirs brillaient d'un givre glacial, les passants pressaient le pas, les cols relevés, évitant les regards, les cœurs emmitouflés comme leurs manteaux. Richard Langford, vêtu sobrement d'un manteau noir de cachemire et de lunettes teintées, sortait discrètement d'un restaurant étoilé de la 5e avenue. Il n'aimait pas attirer l'attention. Ce matin-là, il n'avait presque rien mangé. L'appétit l'avait fui depuis des semaines. L'hiver, disait-il, gelait jusqu'à ses pensées. Alors qu'il longeait une ruelle latérale pour rejoindre son chauffeur, il s'arrêta net. Une scène poignante lui coupa le souffle. Là, sur le trottoir gelé, au milieu de la circulation urbaine indifférente,
une vieille femme, le dos courbé sous un manteau en laine rapiécée, était assise sur un carton détrempé. Autour d'elle, 3 enfants blottis les uns contre les autres, des jumeaux, non, des triplés. Peut-être 6 ou 7 ans, les joues rouges de froid, les lèvres gercées. Leurs yeux brillaient d'une lueur étrange, entre la peur et la résignation. L'un d'eux fredonnait doucement une chanson. Une berceuse. Pas pour lui-même, mais pour calmer les 2 autres. Twinkle, twinkle little star. Devant eux, une pancarte à moitié effacée, écrite à la main. Fin. Pas de toi. Une prière suffit. Richard sentit une bouffée d'inconfort, une piqûre dans la poitrine. Il avait vu tant de détresse dans les rues, mais cette fois, quelque chose le foudroya. Un détail. Une voix. Un visage. Un frisson. Il tourna la tête pour partir, mais quelque chose le retint. Il revint sur ses pas, le regard rivé sur cette femme. Son cœur s'emballa. Son souffle devint court. Il s'approcha. Lentement. Incrédule. La vieille femme leva les yeux. Son visage était ridé, fatigué, mais ses yeux bruns n'avaient pas changé. Ils étaient pleins de douceur et de foi. Les mêmes yeux qui, jadis, le consolaient quand il tombait de vélo. Son monde s'écroula. Richard ? Murmura-t-elle, la voix éraillée, presque incrédule. Il chancela. Maman. Le murmure s'étrangla dans sa gorge. C'était Margaret, sa mère. Celle qu'il n'avait pas vue depuis 2 décennies. Et ses enfants, leurs visages, ils lui ressemblaient. Le même menton, la même fossette au coin du sourire. C'était impossible. Inexplicable. Et pourtant, sans réfléchir, Richard fit un signe à son chauffeur. Il aida sa mère à se relever, prit les enfants dans ses bras, un par un. Ils ne résistèrent pas, trop transis de froid pour comprendre. Dans la voiture chauffée, un silence lourd s'installa. Margaret regardait son fils sans un mot, les larmes aux yeux. Richard, lui, ne pouvait que fixer ses mains tremblantes. Pourquoi ? Souffla-t-il enfin. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me retrouver ? Elle posa doucement une main sur la sienne. J'ai prié chaque nuit, Richard. Mais tu ne répondais plus. Alors, j'ai appris à aimer en ton nom. Pour ne pas haïr l'absence. Elle raconta. Quelques années plus tôt, elle avait rencontré Emily, une jeune femme enceinte de triplés. Abandonnée, sans famille, sans ressources. Margaret, bien que vivant chichement dans un foyer pour retraités, lui avait tendu la main. Elle l'avait hébergée, nourrie, accompagnée jusqu'à l'hôpital. Mais Emily était morte en couche. Les enfants étaient restés. 3 petits corps, 3 cris de vie. Margaret n'avait pas hésité. Elle les avait élevés comme les siens, malgré la misère, malgré son âge. Elle les avait appelés Hope, Liam et Isaiah. Je ne pouvais pas les laisser. Et je savais qu'un jour, tu les verrais. Et que ton cœur saurait. Parce que malgré la douleur, tu as toujours été bon. Richard ne put répondre. Une gorge nouée l'étouffait. Il regarda les enfants, endormis contre sa mère. Ils étaient beaux. Fragiles. Vivants. Réels. Il ne savait pas s'ils étaient liés par le sang. Mais le destin, lui, ne mentait pas. Ils étaient là. Ensemble. En arrivant aux Pentouzes, Richard demanda à son personnel de préparer des chambres, des repas chauds, des vêtements propres. Il n'expliqua rien. Il était en état de choc. Mais une chose était certaine, il ne les laisserait plus jamais repartir. Dans les mois qui suivirent cette rencontre inattendue, la vie de Richard Langford bascula entièrement, non pas dans le chaos, mais dans quelque chose de bien plus redoutable pour un homme comme lui, l'humanité. Il redonna un toit à sa mère, Margaret, lui réservant une aile entière de son Penthouse transformée pour son confort, avec un coin lecture, une vue sur Central Park, et une petite chapelle intime qu'il fit aménager pour qu'elle puisse prier en paix, comme dans leur vieille église de campagne. Quant aux enfants, il n'attendit pas Noah, l'aîné de quelques minutes, calme et observateur, Elias, rieur et intrépide, et Grace, vive, rêveuse, farouchement protectrice envers ses frères.
Il engagea les meilleurs avocats pour entamer les démarches d'adoption légale. Les papiers furent signés 6 semaines plus tard. Il tremblait légèrement en signant la dernière page. Il ne les appelait plus « les enfants ». Il les appelait ses enfants. Mais ce ne furent pas les avocats ou les papiers qui le changèrent. Ce furent les petits gestes du quotidien. Il engagea des tuteurs, oui, et des psychologues spécialisés pour les aider à dépasser les traumatismes de la rue. Mais surtout, il s'impliqua lui-même. Il apprit à préparer des pancakes, à faire des cabanes avec des draps dans le salon, à répondre à 1000 fois la même question sans perdre patience. Il n'avait jamais su à quoi ressemblait un goûter partagé dans la joie. Il le découvrit, à genoux sur le tapis, avec des mains pleines de confiture. Il apprit aussi à écouter les silences, ceux de Grèce, quand la nuit tombait trop vite, ou ceux de Noah, quand un bruit fort le faisait sursauter. Il ne les forçait pas à parler. Il était juste là. Présent. Chaque soir, l'immense appartement, autrefois si vide, résonnait de rires, de pas précipités, de cris joyeux, de dessins accrochés au mur avec du scotch malgré les protestations des décorateurs. Dans le salon, une gigantesque fresque faite de feuilles de papier A4 montrait une maison colorée, avec 6 fenêtres et un soleil souriant. Au-dessus, un mot maladroitement tracé à la main. Chez nous. Et alors que sa vie intérieure fleurissait, son entreprise changea elle aussi. Richard réunit son conseil d'administration. Ses associés furent d'abord déconcertés par ce nouveau Richard, moins pressé, plus présent, capable de repousser un vol privé pour aller chercher Grèce à son cours de théâtre. Mais ils furent aussi touchés. Et inspirés. Il lança une nouvelle fondation. The Margaret Hope Foundation pour les mères seules, les orphelins, les enfants abandonnés ou en errance. Son discours de lancement fit le tour du pays. Lors de l'inauguration du premier centre d'accueil à Brooklyn, une foule s'était réunie. Journalistes, élus, familles. Mais les projecteurs étaient braqués sur Richard, debout, les triplés dans les bras, tous trois habillés avec un mélange de simplicité et de fierté. Margaret, assise au premier rang, avait les yeux embués, les mains jointes. Richard prit la parole. Il n'avait pas de notes. Pas de discours préparé. On peut être millionnaire, et pauvre de sens, dit-il d'une voix calme mais vibrante. J'ai mis du temps à comprendre que le plus grand héritage, ce n'est pas ce qu'on laisse à la banque, mais ce qu'on laisse dans le cœur des autres. Un silence suivit. Puis des applaudissements. Certains pleuraient. Lui aussi, discrètement. Il ne regrettait rien, sauf peut-être d'avoir attendu si longtemps pour se laisser aimer et pour aimer à son tour. Mais désormais, il vivait. Vraiment. Chaque soir, après que les enfants étaient couchés, il se promenait pieds nus dans le couloir, un mug de chocolat à la main. Sur les murs, les dessins des triplés avaient remplacé les toiles d'art modernes. Des fusées, des maisons, des monstres gentils. Et toujours, quelque part, un petit bonhomme aux cheveux noirs et lunettes, entouré de 3 cœurs rouges. Richard s'arrêtait souvent devant l'un de ces dessins. Il souriait. Lentement. Profondément. Et dans le reflet de la vitre, il ne voyait plus un homme puissant. Il voyait un père.